Bonjour à nouveau, nous reprenons nos travaux de cette convention annuelle de la CCEF. Je profite de saluer Jean-Philippe Bourringer, président d'honneur de la CCEF, qui nous a rejoints après Gilles de Courcelles et Gérard Varona. Je le disais tout à l'heure, c'est toujours extrêmement encourageant que d'avoir ses prédécesseurs à ses côtés au moment de la convention annuelle de la CCEF. Alors, la première partie de cette convention a fait apparaître des temps forts et les interventions d'une part de Jean Arthuis et de Pierre Sabatier ont été extrêmement riches d'enseignements. Et les échanges avec Pierre Goguet, président de CCI France, Michel Picon, président de l'UNAPL, André Renaudin, DG d'AG2R La Mondiale, et Laurent Fromageau, DG de LCL, ont été animés et ont posé les enjeux de l'économie, des territoires et de la proximité. Je n'oublie pas non plus Arnaud Loubier en introduction, avec lesquels nous avons pu échanger au travers des professions libérales. La deuxième partie, qui sera animée avec Lionel Canis tout à l'heure, qui a aidé à préparer cette convention, abordera le sujet du financement de l'innovation industrielle, des PME, des ETI, avec des invités prestigieux qu'il nous présentera tout à l'heure. Auparavant, nous avons laissé la parole à Dominique Chéneau, président de Trésorisque Conseil, et surtout membre du Cercle Turgot. Le Cercle Turgot, émanation de l'Institut des hautes finances, avec lequel la CCEF entretient un partenariat régulier et qui permet notamment la production d'un certain nombre de notes sur des sujets économiques qui nous rapprochent de l'économie nationale et de l'économie internationale, mais aussi de l'économie d'entreprise. Alors malheureusement, son emploi du temps ne lui permettait pas d'être avec nous en direct, mais il a accepté d'intervenir en différé et il a bien voulu enregistrer il y a quelques jours son analyse macroéconomique des fonds propres des PMI et des ETI industriels en France et quels financements en fonds propres post-crise Covid ont-elles besoin. Je vous propose que nous l'écoutions. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Monsieur le Président, les PME et ETI sont sous-capitalisées en France, dit-on. Cela est vrai principalement quand on les compare à leurs homologues allemands. Alors, où en est-on maintenant? On se rend compte que ces solutions conceptuelles ont atteint leurs limites, puisque à peu près tous les 5 ans, on est en train de parler de la capitalisation des entreprises, des ETI et des PME, et principalement, vu la désindustrialisation du pays, celle des entreprises industrielles. La vision, les orientations semblent évoluer maintenant, puisque tant au niveau européen qu'au niveau national, un focus est mis sur le financement des projets plus que le financement du tissu économique, et donc financement des projets avec une organisation par filière et par grand domaine d'activité. Alors, à cet égard, la crise économique, et c'est un focus que l'on va faire lors de cet exposé, la crise économique, sanitaire et écologique est une bonne occasion, est une grande opportunité pour définir ces objectifs et pour parler des différents outils économiques et financiers que l'on peut mettre à disposition. Et c'est ce que le président Buon m'a demandé d'envisager dans ce cours exposé en quelques minutes, et donc en insistant sur les éléments post-Covid. Ma présentation s'articulera autour des éléments suivants. Je ferai un bref portrait du capital investissement en France, alors principalement en termes de volume, sur les investissements, sur les levées de fonds, et puis une spécialisation par secteur que vous verrez dans un slide. Ensuite, j'aborderai les initiatives qui sont déjà déployées, celles qui sont en cours. Évidemment, nous sommes à la sortie de la COP26, on ne peut pas s'empêcher de parler du financement des initiatives dites green et soutenables. Et puis je terminerai le propos par les opportunités que cette crise offre aux PME ETI. Alors ce sont les risques que les entreprises ont rencontrés et également les opportunités. Concernant le capital investissement, eh bien, le capital investissement en France se porte plutôt bien. Quant aux levées de capitaux, eh bien, les levées de capitaux
au premier semestre 2021 se sont élevés à 10 milliards, en hausse de 35% par rapport au premier semestre 2020. Donc, on voit que le capital investissement, on voit que le financement des ETI et des PME françaises, pour l'instant, se porte bien. Les investissements en fonds propres se portent bien cette année et ont vocation à bien se porter dans les prochains mois. Sur un plan institutionnel, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les systèmes d'accompagnement qui vont permettre de canaliser les différents fonds qui sont mis à disposition par les pouvoirs publics, que ce soit les pouvoirs publics au niveau européen qu'au niveau national. Alors, le premier élément sur un plan européen. Mais concernant les PME et les ETI, eh bien, le bras armé de la Banque européenne d'investissement, c'est le Fonds européen d'investissement, le FEI, qui a pour vocation de travailler sur des différents éléments, à la fois sur les prêts d'amorçage d'investissement, sur les investissements dans des fonds d'infrastructure et sur l'investissement dans des fonds de PME et d'entreprises de taille intermédiaire. Les garanties accordées par le FEI fonctionnent à peu près exactement comme les garanties accordées par l'État dans le cadre du plan des fameux PGE, des plans garantis par l'État. C'est un élément qui est très important pour la suite des événements. On voit que la French Tech, qui a participé à la montée en bourse dans le Next 40 et le Next 120 d'un certain nombre de PME et d'ETI, initiative menée à la fois par la French Tech, qui est un label, mais également par BPI France, eh bien, ces initiatives ont été importantes. Alors, les critères d'éligibilité sont des critères qui ne correspondent pas à toutes les PME et ETI qui sont représentées dans cette salle, mais je vous livre quand même rapidement les caractéristiques. Croissance annuelle de chiffre d'affaires de 50%. Bien, donc ce projet French Tech Next 40 est un projet d'accélération et d'accompagnement. On peut se dire que c'est exclu un certain nombre d'entreprises, mais si on a admis le fait que le tissu économique et financier en France, pour l'amorçage, est quand même relativement présent, et on vient de le voir, que le sujet, c'est les sujets de deuxième tour et le sujet de levée de fonds, accompagné d'entreprises qui ont déjà montré un potentiel de croissance important, mais dont le développement à plus de 50% peut être obéré ou ralenti par ses capacités, eh bien, c'est intéressant de pouvoir les accompagner. Il faut que la croissance annuelle que la levée de fonds soit d'au moins 25 millions d'euros. Quelques critères communs avec l'âge. Il faut que l'entreprise ait un âge qui soit inférieur à 10 ans. Il faut également des critères quantitatifs régionaux. Donc, on voit bien qu'on est là dans un cadre qui a vocation à la fois à développer le tissu industriel français, mais également à participer au développement régional, au développement des territoires, qui est aussi une initiative sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard, mais dont il sera intéressant de discuter dans le panel qui suit. Alors, il y a aussi une autre initiative qui est en cours en ce moment, qui est l'initiative France Relance de transition écologique, de compétitivité et d'innovation. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas seulement le plan France 2030, le plan France Relance, c'est plus large que ça. C'est un plan de 11 milliards d'euros en renforcement en fonds propres, avec deux grandes mesures qui sont déployées. La garantie publique de 1 milliard d'euros de la part de BPI France. Donc cette garantie s'applique généralement à des niveaux de risque qui sont importants. C'est-à-dire que l'idée est que l'entreprise, elle arrive avec ses fonds propres à supporter 25, 30, 40% du risque du projet. Et puis pour les 50 ou 60%, c'est une garantie, et c'est une garantie accordée par BPI France dans le cadre de France Relance. Alors, entre 40 et 60%, il y a vraiment un gros écart. Sauf qu'en termes d'utilisation des fonds publics, eh bien, ces 60% que l'on voit, c'est comme les mutuelles. Ce qui coûte assez cher au pouvoir public, c'est les petits montants.
Et ça, les entreprises ont des fonds propres suffisants pour le faire. Et donc, l'utilisation de la garantie de BPI-France ne viendrait qu'ultimement. Mais ça permet de rassurer financièrement et psychologiquement l'entrepreneur. On peut avoir envie de prendre des risques, mais quand on prend des risques et qu'on les évalue, on essaie de voir aussi l'impact lorsque le risque est avéré. Donc, le montant sur lequel le risque s'applique, et puis qu'est-ce qu'on va récupérer une fois que le risque est avéré. Donc, c'est un point qui est important. Et puis, il y a aussi les 10 à 20 milliards d'euros de prêts participatifs qui pourront être accordés aux TPE, aux TPE, aux PME et aux ETI. Alors, ce succès-là est un succès qui est un peu limité sur ces prêts participatifs pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on n'a peu le temps de revenir, mais ce sera probablement développé lors de la conférence qui suit ce propos introductif. Mais disons rapidement qu'en matière de prêts participatifs, ce que l'État cherche, c'est renforcer les fonds propres. Or, vous savez, à la fois comptablement, mais au titre du Code monétaire et financier, le prêt participatif est une dette. C'est une dette qui est super subordonnée, mais ça reste quand même une dette. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà des contrats d'emprunt auprès de banques, avec des conditions, dit les fameux covenants, avec des conditions d'exigibilité anticipée du prêt si le ratio dette sur fonds propres excède un certain niveau, et les prêts participatifs rentrent dans la dette. Alors, on sent très bien qu'il y a des évolutions dans la théorie économique et financière qui veut que l'important est que les cash flows puissent supporter les flux financiers, à la fois les remboursements de principal quand on a un amortissement intermédiaire et également le coût des intérêts. L'idée du prêt participatif, c'est que le remboursement se fait uniquement à la fin. Donc, on a, en termes de théorie, un élément qui est en cours d'interrogation. Je pense qu'abandonner ces idées de critères, de ratio, est une idée qu'il va falloir vraiment creuser, mais qu'il va falloir creuser et à laquelle il va falloir qu'on aboutisse relativement vite. Vous voyez, le processus va être un peu long, puisque changer les éléments comptables, c'est changer les éléments IFRS, et puisqu'on ne peut pas rester uniquement en comptabilité française, c'est faire évoluer le Code monétaire et financier. Dans ces éléments de qualification de dette, il y a des points qui ressortent d'éléments réglementaires. Et ça, à la fois le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France pourraient prendre des décrets qui vont bien, mais il y a aussi des éléments législatifs, et là, le calendrier législatif, il est pour le moins relativement contraint au cours des 18 prochains mois. Donc, on a un sujet qui peut expliquer ce problème de succès limité, mais tout le monde en est conscient. Concernant l'innovation, les aides à l'innovation représentent 1,5 milliard d'euros, les concours d'innovation, 500 millions d'euros, et les soutiens aux projets structurants d'innovation représentent, eux, 1 milliard d'euros. Donc, au total, sur les plans d'investissement d'avenir, les fameux plans lancés il y a quelques années et qui maintenant sont au nombre de 4, eh bien, ça s'appelle maintenant le PI 4. On parle donc de 10 milliards. En matière d'innovation, on parle de 2,5 milliards. Certes, c'est pas très important, mais c'est quand même significatif. Alors, c'est pas très important, c'est significatif parce qu'une des idées aussi, c'est d'utiliser les leviers. J'y reviendrai dans le plan de l'Union européenne. L'idée est que cet argent, ces 2 milliards, puisse servir d'amorce pour après être un levier pour des financements complémentaires de family office ou de capital investisseur. Donc, l'idée sur ces 2 milliards ou 2,5 milliards, c'est qu'il puisse y avoir un levier de 4 ou 5, et donc 2,5 milliards mobilisés par l'État permettrait aux PME et ETI de lever entre 5 et 10 fois ce montant, c'est-à-dire de lever entre 10 et 20 milliards supplémentaires. Donc, un point qui est important. Et puis, le fameux plan France 2030, alors le plan France 2030 qui s'articule autour de 10 grands domaines et qui sont des domaines structurants pour le développement de l'économie. Alors, on parle de mieux produire, on parle de mieux vivre et de mieux comprendre le monde. Donc, mieux vivre, c'est tout ce qui concerne les éléments de croissance durable. Le mieux produire, c'est l'hydrogène vert, c'est la décarbonation. Mieux comprendre le monde, c'est tout ce qui concerne la formation. Donc, à la fois la formation en entreprise,
la formation dans l'enseignement supérieur, pas forcément public, donc également aussi privé. C'est aussi les plateformes d'échange, c'est les clouds souverains, puisque ça aussi c'est mieux comprendre, et c'est ce qui concerne aussi l'intelligence artificielle, puisque mieux comprendre le monde procède aussi de l'analyse de la donnée. On est cette organisation qui se fait par objectif, va se faire aussi par filière, et donc les fonds vont être distribués via ces filières. Et on a un sujet sur ce plan donc, dont tout le monde considère à la fois que le montant est intéressant, puisqu'on est en train de parler de 30 milliards d'euros, donc c'est substantiel. Avec le levier que j'ai évoqué tout à l'heure, ça permettra probablement de lever 60 à 80 milliards. Mais le sujet, c'est la gouvernance. Donc, est-ce qu'on va avoir une gouvernance très colbertiste, avec un certain nombre de décideurs plutôt bien connectés, bien informés, mais qui vont prendre des décisions, et c'est un débat qu'on commence à voir parmi les candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que ça va être une opération qui va être plutôt, pour reprendre un franglais, plutôt bottom-up, c'est-à-dire identifier à partir des filières et des PME ETI quels sont les différents besoins, quels sont les différents projets, et ce sera remonté à un centre qui peut être BPI France, qui va faire les analyses et qui va discuter avec les têtes de filières pour savoir quels sont les montants qui vont être alloués, pouvoir discuter aussi entre les patrons de filières, donc de grandes entreprises, et leurs sous-traitants, quelle va être la part de financement, d'innovation, de subventions que les têtes de filière vont pouvoir allouer à leurs sous-traitants, quelle va être la part de prêt, quelle va être la loi Pacte permet de faire du prêt inter-entreprise quand on est dans la même filière en respectant quelques données qui évitent aux petites entreprises d'être pieds et poings liés avec l'organe donneur d'ordre. Voilà, tous ces éléments de gouvernance sont des éléments qui ne sont pas encore complètement tranchés et qui doivent être tranchés, a dit le président de la République récemment, dans les 3 ou 4 mois qui viennent, et ce sera absolument majeur. Donc c'est un point d'attention qu'il faut avoir absolument à l'esprit, et il faut remonter toutes les idées auprès des préfectures et au niveau régional. Un autre point qui est le plan Next Generation EU dont vous avez probablement tous entendu parler, de 750 milliards, c'est la fameuse levée de fonds que la Commission européenne a pu faire au niveau de l'Union, après accord des Français et des Allemands, pour qu'il y ait une mutualisation du risque et les Allemands n'avaient jamais été prêts à s'engager sur ce terrain précédemment. Donc, les montants ont été élevés. Les remboursements se feront à la fois pour ce qui concerne les fonds libellés sous forme débloqués sous forme de prêts, eh bien par le remboursement des prêts, et une partie de ces fonds, un peu moins de la moitié, va être diffusée sous forme de subventions aux différents États. Bon. Et ces subventions feront l'objet pour être remboursées via des levées d'impôts qui pourront être liées à la productivité des projets qui auraient été mis en œuvre au cours des 10 prochaines années. Alors on est en train de parler de montants qui sont importants. La France va recevoir plus de subventions, plus de prêts que de subventions. On est en train de parler de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les Allemands vont recevoir aussi, tout de même. Et puis des pays comme l'Espagne et l'Italie vont recevoir évidemment beaucoup de subventions. Alors, à quoi peuvent servir ces prêts? Eh bien, ces prêts, le taux d'émission de ce prêt européen est un taux qui est à peu près le même niveau que le taux allemand, donc légèrement inférieur au taux français, et ce sont des taux qui étaient des taux négatifs au moment où les fonds ont été levés. Donc la restitution aux entreprises va se faire avec des taux particulièrement favorables. Certains éléments de garantie permettront à ces entreprises de lever de l'argent avec des niveaux de coûts qui seront proches de ceux de l'État français. Concernant les subventions, eh bien, soit ces subventions vont être utilisées par les États pour financer des grands projets industriels, ces clouds dont j'ai parlé, qui coûtent énormément d'argent. Mais ça peut aussi servir, via les réseaux de distribution classiques, ça peut évidemment aussi servir à financer directement les entreprises ou à financer directement des projets. Alors, financer les entreprises, on en a parlé, financer les projets, j'en ai parlé, mais on est en train de réfléchir aussi à l'idée de créer les fameux véhicules spécifiques, non pas les fameux SPAC que certains d'entre vous connaissent et pour lesquels il faut être très très prudent, mais les Special Purpose Vehicles, les SPV ou des GIE de projets qui permettent de mettre plusieurs membres d'une filière sur un projet très très spécifique.
Donc cet argent, ces subventions pourront faire justement l'objet de capitalisation. Et avec l'idée pour une partie d'entreprises qui pourront mettre ces financements ou en équivalence ou même pour certains en consolidation, ce serait une forme de renforcement de leurs fonds propres, mais de façon indirecte. Et ce sera plus pratique, évidemment, pour les entrepreneurs d'avoir ce type d'investissement en fonds propres qui n'obérera pas leur gouvernance que de faire des prêts participatifs. Donc là, on voit encore que des initiatives qui sont a priori plutôt complémentaires et favorables peuvent éventuellement par moment se chevaucher et avec une appétence qui peut être variable de la part des chefs d'entreprise. Donc Next Generation EU est un élément qui est important. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de la Banque des Territoires, qui est une entité de la Caisse des dépôts, qui a toujours, alors on parle de montants qui sont plus faibles, mais 300-400 millions par an, qui a pour but de capitaliser ou de prêter à des taux, voire parfois des taux zéro, capitaliser des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. On peut faire de l'industrie, on peut développer une activité de PME industrielle dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On aura l'occasion probablement d'y revenir lors du débat avec France Invest, mais c'est aussi un sujet, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, le dernière partie qui concerne les éléments green. Alors, les éléments green, entre guillemets, il y a un grand foisonnement d'initiatives. Il y a une structure de distribution des fonds via le budget européen. Alors, qui passe encore une fois par des garanties, qui passe par des montants pour la transition qui sont de l'ordre de 100 milliards d'euros, des participations par les plans InvestEU, mais des participations dans les partenariats publics-privés, avec des montants qui ont été investis pour l'instant qui sont de l'ordre de 280 milliards, et il y a encore un certain nombre d'argent qui est disponible au-delà de Next Generation EU. Donc là aussi, ça peut passer par la Banque européenne d'investissement et par un certain nombre d'autres. Alors, quels sont les éléments auxquels on peut réfléchir? Premier élément que l'on peut réfléchir dans le green et en termes de financement, c'est quelle est sa structure de financement. Donc la structure de financement, il faut que les banques soient prêtes à faire ce financement. Et lors de la COP26, les banques centrales ont annoncé la couleur là-dessus, des changements de stratégie. La Banque d'Angleterre, la Fed, mais surtout la Banque centrale européenne ont fait une annonce importante au terme de laquelle, pour la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, ils ont décidé de modifier leur stratégie de l'allocation des prêts vers des prêts particulièrement favorables aux secteurs industriels qui sont orientés vers le vert. Donc vous avez vu qu'elles ont décidé, et les banques derrière ont décidé de retirer les financements de projets autour de l'extraction d'énergie fossile. Mais une partie de cet argent qui va être soustrait à cette extraction d'énergie fossile va être allouée à des financements de projets, alors, ou de projets d'énergie non fossile et éventuellement d'énergie renouvelable au sens large. Et elles se sont regroupées autour d'un organisme qui s'appelle le Net Green Financial System, NGFS, dont le secrétariat général est celui de la Banque de France. Alors, quels sont les risques ? Le risque, évidemment, c'est le risque de greenwashing. On peut en parler puisque le risque de greenwashing, c'est un risque auquel beaucoup d'entreprises sont soumises. On voit des rapports annuels qui ne sont pas très très bons. On voit aussi des mélanges. On a vu que Danone, qui essayait de faire un rapport green, le président, quand il est parti, a dit que ces changements étaient des changements qui étaient trop ambitieux par rapport à ce que les administrateurs et les actionnaires étaient prêts à accepter. C'est probablement en partie vrai, mais probablement pas la totalité de la réponse, mais vous pourrez y revenir dans la conférence qui suit. Et puis, pour les petites entreprises PME ETI, eh bien, si les banques commerciales ont du refinancement avantageux auprès des banques centrales pour ce qui concerne des projets green, eh bien, il faudrait que les PME ETI puissent aussi avoir un reporting green.
Et à ce titre-là, eh bien, il y a des directives et des règles de reporting qui sont en cours et qui vont s'appliquer à un nombre important d'entreprises à compter de l'année 2024, à côté de l'année 2023, et avec une revue des initiatives dès 2022. Et ce reporting, qui est un reporting qui est organisé, sur lequel il sera probablement aussi fait l'objet d'une revue plus tard, eh bien, vous devrez le suivre parce que si vous n'êtes capable de justifier, et les commissaires aux comptes participeront de cet état d'analyse, eh bien, vous ne serez pas forcément accessible, enfin, les prêts verts ne seront pas forcément accessibles au financement de votre entreprise. Donc, on y reviendra, c'est en train de sortir. Et puis, les assureurs, eux, sont très sensibles à ça, puisque les assureurs considèrent que s'il n'y a pas d'évolution vers la transition écologique, eh bien, Allianz a annoncé il y a 3 ou 4 mois qu'à l'horizon 2030, ils devraient multiplier par 2 le montant de leurs primes. Bon, donc eux vont devoir faire cette transition eux-mêmes, mais il faut que les entreprises soient capables aussi d'en être, sinon le coût des assurances va devenir totalement prohibitif pour elles. Et puis les asset managers travaillent beaucoup dessus. Vous savez que les asset managers investissent maintenant entre 90 et 95% de leurs actifs dans des initiatives ESG, mais l'ESG, ça n'est pas que du green, ils vont encore se renforcer là-dessus et en évitant du greenwashing que l'on pourrait imaginer. On a aussi dans le foisonnement des prêts verts, donc des obligations vertes qui sont émises avec des taux particulièrement avantageux. Électricité de France, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un an, a émis une obligation verte à un taux qui était inférieur au taux des emprunts d'État sur du 10 ans, et il y en a d'autres. Et concernant les PME et les ETI, eh bien, sachant que de plus en plus de PCVM vont investir dans des instruments financiers verts, eh bien, des émissions de papier commercial à caractère vert pour les entreprises PME et ETI, ces émissions vont croître et embellir. Avec, comme dans le cas d'une obligation verte, une nécessité d'avoir un reporting pour s'assurer que ce papier commercial, ce billet de trésorerie ou autre vert, sert bien à financer un BFR d'activité verte ou à financer éventuellement des stocks verts ou à financer des investissements dans le cas d'un mix de financement très spécifique et qui pourrait être démontré. Et ce sera probablement marqué dans les contrats d'émission au même titre qu'un covenant. Ce sera un covenant green. Et donc les banquiers et les financeurs s'assureront que les commissaires aux comptes auront bien fait leur travail. Alors, j'en terminerai maintenant sur les risques et les opportunités pour les PME et les ETI. On a bien compris que les risques que l'on voit en période post-Covid, c'est la chose suivante. Les financements, les grands financements des PME, ETI de la BCE arrivent à expiration en mars 2022. On ne sait pas par qui il va être remplacé. Vous avez certains qui considèrent qu'il va falloir gérer la transition, d'autres qu'il faut purement et simplement les renouveler. Il est probable qu'on ait un remplacement qui ne soit pas à l'identique, mais un remplacement de ces grands programmes de refinancement qui sont des programmes qui seront verts. Donc les anciens financements PME, ETI, on arrivera probablement au bout avec des soudures qui conviendront aux PME, ETI, mais surtout un remplacement avec de très très gros montants vers cet élément. Avec aussi des programmes de la part de la BCE, d'escompte de créances vertes pour des projets verts, et puis de rachat aux banques commerciales de portefeuilles de créances vertes. Sinon, le risque pourrait être un risque sur la liquidité et un risque sur la hausse des taux, sur les taux de financement. Un autre élément de risque que l'on peut voir dans le post-Covid, c'est évidemment un risque d'inflation. Et là, on est entre nous, donc on n'en parlera pas trop, mais vous connaissez tous le caractère autoréalisateur des angoisses inflationnistes. Donc, il est urgent pour tous les décideurs publics, politiques et monétaires de dire que ce n'est que temporaire. Madame Lagarde a annoncé le 15 novembre que cette pique d'inflation, ce problème d'engorgement des circuits de distribution et des circuits d'approvisionnement, il risquait de durer un tout petit peu plus longtemps que prévu. Et si c'est le cas, et que ça dure un peu plus longtemps, évidemment, les entreprises vont devoir modifier leur mode de financement et modifier leur business plan. Et beaucoup d'entre nous, en l'occurrence, qui avons commencé de travailler en période de désinflation, eh bien, gérer une entreprise en période d'inflation, on n'y est pas totalement familier, donc c'est un élément qu'il va falloir réfléchir.
Un autre point concerne les multiples. Post-Covid, eh bien, la valorisation des entreprises a été très difficile. Il était compliqué de voir quels étaient les multiples à retenir à cette époque et quels seraient les multiples à retenir maintenant. L'appréciation du risque, l'appréciation de la durée a changé. Quand Bill Gates a annoncé il y a 4 ou 5 ans que le monde n'était pas prêt à des pandémies, et parce que le monde n'y croyait pas, maintenant on y est, et donc le monde va commencer à évoluer et va apprendre à vivre avec ces pandémies. Donc l'impact sur les multiples va avoir de l'importance, et on ne parle pas seulement de multiples en bourse, mais de multiples pour les PME et les ETI dans le cas d'augmentation de capital. Réfléchir aussi au financement par entreprise et par projet, à la notion de reporting financier, extra-financier, qui de plus en plus, compte tenu des modalités de financement vert, vont faire l'objet d'un reporting qui va être de plus en plus unique. Et puis, dernier point, un projet d'entreprise, qu'on passe de la mission de l'entreprise à impact à une mission de transformation de l'entreprise. Voilà, donc on est dans une situation, et j'en terminerai là, en termes de conclusion, on est dans une situation qui est un peu incertaine. Je ne peux que vous renvoyer aux propos du philosophe Alain en 1929, quand il disait que le pessimisme était un élément d'humeur et que l'optimisme était un élément de volonté. Vous êtes tous chefs d'entreprise, vous savez ce que c'est que le risque, vous savez qu'il n'y a plus de pessimistes parmi vous, parce que tous vos amis pessimistes sont tous morts, les entreprises sont mortes, donc vous n'avez que des optimistes, donc vous avez cette volonté, et je vous souhaite le meilleur pour les prochains mois et les prochaines années, et je vous souhaite surtout une bonne conférence après ces propos introductifs. Merci à tous.